Passons maintenant à la réponse à la troisième question. Quelle stratégie utiliser pour optimiser le raisonnement clinique? Au fait, on insiste sur la prise de conscience du processus de raisonnement clinique. L'apprenant en médecine doit réaliser qu'il est en train de raisonner, qu'il est en train de mobiliser et de combiner des ressources. Cette prise de conscience est bien sûr en relation directe avec la réflexivité. Et c'est là qu'on peut dire qu'elle a un rôle crucial dans le développement du raisonnement clinique. En fait, ce rôle crucial de la réflexivité dans le raisonnement clinique vient du fait que la réflexivité est un processus qui consiste à s'engager dans des interactions. Ces interactions sont attentives, critiques, exploratoires et itératives. Et on va faire des interactions avec ses pensées et ses actions en visant à changer ces différentes composantes. Donc, devant chaque situation, on va s'engager d'une manière attentive, intentionnelle, avec une autocritique, et c'est répétitif. Donc là, on va analyser les pensées, on va analyser les actions, et bien sûr ceci pour changer. Ceci permettra de comprendre les mécanismes des pensées, de jugement et du raisonnement pour moduler le cheminement. C'est-à-dire que lorsqu'on vise un apprentissage, c'est pas le résultat qui importe le plus. C'est les mécanismes vers ce résultat, c'est le cheminement. Puisque, pour avoir un changement, pour avoir un développement et donc une amélioration des apprentissages, il faut absolument qu'on puisse donc savoir les lacunes au niveau des mécanismes et donc opérer une amélioration pour finalement moduler le cheminement pour donc continuer dans la progression de la trajectoire du développement. La réflexivité pour le raisonnement clinique est donc le fait de revivre mentalement une situation de manière régulière et intentionnelle dans le but de comprendre le comment. Donc là, l'apprenant va se poser la question: comment est-ce que ce signe m'a amené à penser à cette hypothèse, ou comment est-ce que ce signe m'a poussé à aller faire l'examen de tel organe. Deuxièmement, c'est un but d'analyser le cheminement de pensée. Donc finalement, lorsqu'il va essayer de comprendre le comment, il va passer vers une autre étape qui est l'analyse. Et ceci donnera donc des changements pour l'acquisition de compétences du raisonnement clinique. On peut schématiser ce que je viens de dire dans donc cette réflexivité au service du raisonnement clinique. D'abord, c'est donc l'acceptation de la complexité. Donc c'est une situation authentique, complexe. Donc le raisonnement, il a pu donc avoir un certain cheminement. Là, l'apprenant va commencer par accepter cette complexité, puis il va analyser son cheminement de pensée. Donc, ce qui fait que donc son cheminement, il est parti vers telle direction ou telle direction. Est-ce que lorsqu'il y a un élément qui s'est rajouté, qu'est-ce que ça lui a fait dans son raisonnement clinique? Et bien sûr, tout ceci pour évoluer. Et c'est donc grâce à cette réflexivité qu'on va pouvoir donc avoir une autonomie et une transformation. Et toute acquisition d'apprentissage est une transformation. Et puisqu'on a dit que cette réflexivité, elle est très importante pour le raisonnement clinique, puisqu'elle va permettre donc l'analyse, l'autonomie, l'autorégulation, la question maintenant qui se pose est comment aider l'étudiant en médecine à réaliser qu'il est en train de raisonner, à pratiquer la réflexivité. Comment aider l'étudiant en médecine à améliorer son raisonnement clinique?
D'abord, en planifiant des activités de raisonnement clinique au travers des programmes de formation. Deuxièmement, tenir compte du niveau de compétence des apprenants, bien sûr, et permettre une progression des apprentissages. Toujours, on parle donc d'une trajectoire de progression. Les stratégies d'apprentissage pour optimiser le raisonnement clinique sont basées essentiellement sur la supervision clinique. D'ailleurs, la supervision clinique a été reconnue dans la littérature comme étant à la fois essentielle et efficace pour la formation du médecin d'une manière donc générale, et bien sûr aussi superviser le raisonnement clinique est très important et elle est pratiquée en milieu de stage. Deuxièmement, la simulation haute fidélité. Troisièmement, la carte mentale. Et quatrièmement, la séance d'apprentissage du raisonnement clinique. Commençons par la supervision clinique. Qu'est-ce que la supervision clinique du point de vue pédagogique? En fait, c'est la guidance d'un apprenant en formation, le supervisé, par un praticien formateur, le superviseur. Ça veut dire que, au milieu de stage, l'apprenant sera donc en train d'examiner un patient. Par exemple, le praticien sera à côté, le praticien formateur, le superviseur donc, sera donc à ses côtés pour le guider, l'accompagner et l'améliorer. Suite donc à cette étape, il y aura une étape très importante dans la supervision clinique qui s'appelle la rétroaction. Donc là, il y aura une discussion entre le superviseur et le supervisé et ça servira au développement personnel et à l'acquisition de compétences professionnelles. La supervision clinique favorise donc un apprentissage accompagné tout en guidant l'apprenant dans sa trajectoire de développement. La supervision clinique directe au service du raisonnement clinique a une place très importante et elle se fait en situation authentique et au lit du patient, comme toutes les supervisions cliniques directes. Là, le superviseur, accompagnant l'apprenant, va pouvoir superviser la façon dont l'apprenant conduit son interrogatoire, superviser les questions posées, superviser les investigations demandées, superviser la synthèse des éléments recueillis, superviser la prise de décision pour une prise en charge optimale. Et en supervisant tous ces éléments, le superviseur pourra identifier des difficultés du raisonnement clinique. Ces difficultés de raisonnement clinique peuvent être dans la perception des indices clés, dans la génération des hypothèses et dans l'orientation de la récolte de données. Ça peut être aussi une difficulté de priorisation, une difficulté à élaborer un portrait global de la situation clinique ou une difficulté à élaborer un plan d'investigation. Et donc cette supervision du raisonnement clinique, c'est l'identification des difficultés du raisonnement clinique serviront au développement de processus de remédiation des difficultés de raisonnement clinique et ceci toujours grâce à la supervision clinique directe. Donc on va superviser le raisonnement clinique et on va pouvoir remédier aux difficultés de raisonnement clinique. Concernant la première difficulté qui est remédier aux difficultés dans la récolte des données. Donc, comment va-t-on pouvoir remédier à ces difficultés dans la récolte des données? Au fait, pour ceci, le superviseur va poser des questions pour faire expliciter le raisonnement clinique et pour pouvoir remédier à ces difficultés particulières. Comme question, il va pouvoir poser « Quel indice clé as-tu identifié dans cette situation ?» Au début, lorsque le patient t'a mentionné ses symptômes, à quoi as-tu pensé? Quand tu observes telle chose puis telle chose, à quoi cela devrait-il faire penser? Donc, on voit bien que toutes ces questions servent à faire expliciter la récolte des données et le raisonnement. Concernant donc la deuxième difficulté de priorisation, on va voir comment la supervision peut y remédier. Donc pour ceci, toujours le superviseur va poser des questions pour faire expliciter donc le raisonnement clinique en supervision et donc pour pouvoir remédier aux difficultés de priorisation. Comme type de question,
qu'est-ce qui te fait dire que ce problème-là est le plus important? Priorisation. Qu'est-ce qui t'a incité à questionner tel élément de façon si détaillée? Finalement, voilà, il est en train de l'inciter pour donc raisonner et pour finalement dire que c'est de la priorité. Comment remédier aux difficultés d'élaborer un portrait global grâce à la supervision clinique? Ceci en posant donc des questions. Peux-tu résumer la situation clinique en 2 ou 3 phrases? Quel lien fais-tu entre ces différentes plaintes? 4e et dernière difficulté d'élaborer un plan d'intervention. Et c'est grâce à certaines questions posées par le superviseur qu'on va pouvoir expliciter le raisonnement clinique et qu'on va pouvoir remédier à ce type de difficulté. Explique-moi comment tu es arrivé à un tel plan d'intervention. Que recherches-tu par cette investigation? Quels éléments ont orienté ton choix de traitement? Et si le problème ne voulait pas favorablement, que prévois-tu? Voilà, ce genre de questions permet donc de raisonner, finalement questionner pour raisonner est permis dans donc cette supervision clinique. Passons maintenant à une deuxième stratégie d'apprentissage qui sert à optimiser le raisonnement clinique. C'est la simulation haute fidélité. C'est essentiellement grâce au débriefing qu'on va pouvoir favoriser le développement du raisonnement clinique. En fait, dans la simulation, on a un briefing, déroulement de la séance, puis donc le débriefing qui viendra donc suite à cette séance de simulation et dans lequel une discussion sera menée entre le formateur et les apprenants ou l'apprenant. Et donc ceci permettra à l'apprenant de revivre les actions accomplies avec distanciation et expliquer le raisonnement sous-jacent. Et d'ailleurs, cette explication du raisonnement sous-jacent donc peut être incitée par le formateur qui va lui poser des questions. Donc là aussi, on va donc trouver que le questionnement sert à démontrer ou sert à faire réaliser à l'apprenant qu'il est en train de raisonner. Donc, questionner pour raisonner. Par exemple, le formateur, il peut dire « Je suis curieux de savoir ce qui t'a poussé à faire tel acte » ou « Je suis curieux de savoir à quoi tu as pensé en prescrivant tel médicament ». Donc, ceci, comme on a dit, donc grâce à ces questionnements que l'apprenant va donner des justifications, des interprétations, et c'est d'ailleurs cet effort de justification-interprétation qui va lui permettre de réaliser qu'il est en train de raisonner et puis donc d'analyser ce raisonnement-là et d'entrer dans la pratique de la réflexivité. Troisième donc stratégie, la carte mentale. En fait, les cartes mentales ont un potentiel très important pour l'apprentissage du raisonnement clinique, puisque l'on sait que l'activation des connaissances passe par une étape de représentation mentale de la situation. Et d'ailleurs, cette carte mentale, elle assure l'expression de la pensée. Et ceci grâce à une représentation graphique. Donc, cette activation de connaissances, cette représentation mentale sera permise par la carte mentale et sera élaborée, sera donc illustrée et ceci permettra donc à l'apprenant de réaliser ses pensées. Au fait, à partir d'un mot ou d'une illustration, l'apprenant va pouvoir générer des idées dans toutes les directions. Et puis, en regardant sa carte, l'apprenant peut visualiser son cheminement de pensée, peut se questionner sur le raisonnement peut se questionner sur la raison pour laquelle telle illustration ou tel mot lui a fait évoquer telles idées ou mobiliser telle connaissance.
Donc, cette carte mentale, comme on a dit, elle permet aux étudiants d'extérioriser la pensée, d'expliciter leurs connaissances et de progresser dans le cheminement des pensées en mettant des liens entre les connaissances. Donc, au fur et à mesure de l'élaboration de cette carte mentale, il va pouvoir progresser, il va pouvoir mettre des liens entre les différentes connaissances, il va pouvoir analyser, comprendre le pourquoi du comment, et au fait c'est ce qui lui permettra de développer sa réflexivité. Et c'est cette distanciation, cette réflexivité qui permettra l'autorégulation pour avoir une autonomie et pour continuer de progresser dans la trajectoire de développement pour l'acquisition de la compétence de raisonnement clinique. Passons maintenant à la 4e stratégie d'apprentissage qui est la séance d'ARC. En fait, la séance d'apprentissage de raisonnement clinique se passe autour d'un thème d'apprentissage. Il y a le formateur, il y a les protagonistes qui correspond à un petit groupe d'apprenants, donc idéalement 8 à 10, qui tentent de résoudre un problème médical en simulant le déroulement de la rencontre médecin-malade. Généralement, la séance, elle dure environ 1 heure. En fait, il y a un apprenant qui connaît parfaitement le dossier, qui va jouer le rôle de dispensateur de données. Il y aura un secrétaire qui va marquer dans le tableau. Et donc, au fur et à mesure, cet apprenant dispensateur de données va délivrer des informations aux autres membres du groupe, mais à condition que leurs questions soient précises et justifiées. Il y aura de la part des apprenants une justification des questions. Et à ce moment-là, l'apprenant dispensateur de données répondra à leurs questions. Et donc, l'acteur de la demande doit alors interpréter l'information recueillie. Donc là, on trouve qu'il y a un effort d'interprétation des réponses. Et d'ailleurs, c'est cet effort de justification-interprétation qui va obliger l'apprenant à verbaliser son processus de pensée et lui fait prendre conscience de la réalité de ses connaissances et de ses facultés de raisonnement. Il va réaliser qu'il raisonne, la prise de conscience, la conscientisation.